Bonjour à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. C'est ce jeudi 28 janvier que débute l'un des procès les plus attendus en Afrique. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, comparé devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. M. Gbagbo, âgé de 70 ans, est poursuivi pour son rôle présumé dans la crise post-électorale ivoirienne qui a fait, on vous le rappelle, plus de 3000 morts. Également co-accusé pour les mêmes faits, l'ancien chef de milice Charles Blé Goudé, 44 ans. Les violences qui ont eu lieu durant 5 mois entre 2010 et 2011 sont nées, on vous le rappelle, du refus de Laurent Gbagbo de céder le pouvoir au président Alassane Ouattara, alors vainqueur de l'élection présidentielle de 2010. Laurent Gbagbo est le premier ancien chef d'État à être jugé par la CPI. Il est placé aux arrêts depuis avril 2011. Et alors que l'avocat principal de Laurent Gbagbo affirme que son client est confiant, compte tenu du fait qu'il a déjà passé 2 ans en prison dans les années 70 du fait de son engagement pour la démocratie, eh bien une chose est sûre, dans les deux camps, chacun promet que ce sera un procès qui révélera la vérité. Hier, à la veille du procès, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a rappelé l'objectif de ce jugement. Le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme s'est également exprimé. On les écoute. L'objectif du procès qui s'ouvrira demain est d'établir la vérité dans le strict cadre d'une procédure judiciaire. Nous sommes convaincus que les éléments de preuve que nous avons recueillis seront suffisamment convaincants pour prouver la culpabilité des accusés au-delà de tout doute raisonnable. Le procès qui commence en ce moment suscite beaucoup d'attentes de la part des Ivoiriens. En effet, ça va faire 4 ans sinon plus que ça dure. Et d'abord pour l'histoire, c'est bon que tous les Ivoiriens puissent savoir ce qui s'est réellement passé. Et ce qui se passe à La Haye aujourd'hui est comme un grand pavé jeté dans cette mare de l'inconnu là. Et donc cela permettra de savoir ce qui s'est véritablement passé. La présidentielle approche, elle, au Niger. En attendant le premier tour qui aura lieu le 21 février prochain, 4 candidats de l'opposition se sont réunis publiquement hier à Niamey. Les 4 hommes, dont Hama Amadou, qui est incarcéré depuis plus de 2 mois, ont signé un accord concernant le deuxième tour du scrutin. Le document prévoit une alliance et appelle à voter pour le candidat qui serait le mieux placé des 4 lors de ce second round éventuel, donc le 20 mars prochain. Pour cette dénommée COPA, ou Coalition pour l'alternance 2016, l'objectif est clair, barrer la route au président Mahamadou Issoufou, candidat à un second mandat pour le PNDS, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. L'élection présidentielle, couplée à des législatives, présentera 15 candidats au choix des 7,5 millions d'électeurs du Niger. Le porte-parole de l'opposition revient notamment sur le but de cet accord COPA. On l'écoute. Rendre public individuellement ou collectivement une déclaration solennelle de soutien à tout candidat du parti membre de la coalition qualifié pour le second tour et y travailler en commun accord pour assurer la victoire du dit candidat à travers la conduite d'une campagne électorale commune et véritablement solidaire. Mûs par notre volonté collective d'œuvrer ensemble pour la conquête et l'exercice du pouvoir d'État, pour le bien-être des populations nigériennes, respectueux des statuts et règlements intérieurs des partis politiques signataires du présent protocole d'accord. Décidons, par le présent protocole d'accord, de la création de la coalition dénommée Coalition pour l'alternance 2016, COPA. Quant à l'opposant et candidat Amadou Boubacar Cissé, pour lui, il ne fait aucun doute que le président nigérien Mahamadou Issoufou ne passera pas le premier tour. On l'écoute. Mahamadou Issoufou et ses acolytes disent qu'ils passeront dès le premier tour. Mais ils savent qu'ils rêvent. Et ils rêvent les yeux ouverts. Ils savent que l'histoire du Niger et la réalité politique du Niger ne leur permettront pas de passer dès le premier tour. Il n'y a jamais eu au Niger, et il n'y aura pas en 2016 au Niger, un passage au premier tour. C'est pourquoi, au-delà des démocrates nigériens, nous en appelons à la vigilance de la communauté internationale, qui ne doit plus continuer à fermer les yeux
et à demeurer complice des actes illégaux que pose Issifou. En Afrique centrale, le Cameroun est de nouveau secoué par le terrorisme. Un dépôt de munitions a explosé hier dans la ville de Mora, située au nord du pays. Selon le gouvernement camerounais, aucune victime n'est heureusement à déplorer pour le moment. 3 attentats suicides ont eu lieu dans la même région, on vous le rappelle, lundi, faisant 32 morts au moins. Conséquence, eh bien, la panique ne retombe pas chez les habitants de l'extrême nord du pays. Ce sont plus de 30 attaques kamikazes en tout qui sont recensées depuis le début de l'incursion des islamistes nigérians de Boko Haram au Cameroun. C'était en 2013. À noter que depuis fin novembre 2015, eh bien, l'armée camerounaise mène des opérations de ratissage dans plusieurs villes frontalières avec le Nigeria. Son objectif, affaiblir les djihadistes. Et ces actions semblent déjà avoir limité les confrontations directes entre Boko Haram et les troupes camerounaises. En revanche, ce sont les attaques suicides qui se multiplient, elles. Dans la République centrafricaine voisine, déjà affaiblie par une longue crise politico-confessionnelle, on tente de repousser au maximum l'incursion des groupes armés. Grâce à l'UNICEF, les 5000 enfants du camp de réfugiés de Mpoko, dans la capitale Bangui, reçoivent une éducation. Et dans l'école temporaire qui a été construite par l'organisation onusienne, la poursuite de leur cursus scolaire passe aussi par des messages forts de prévention contre les menaces de recrutement éventuel de groupes armés. Regardez. Là, vous vous asseyez à même le sol. Donc vraiment, la guerre n'est pas bien dans un pays. Dans un pays. La guerre n'est pas bien pour un pays. C'est mieux plus de vivre en paix dans un pays. À chaque fois qu'ils observent quelqu'un qui est mort à coups de fusil ou bien avec les armes blanches, ça les traumatise. Donc ce qui fait que en déplaçant chez eux là-bas au quartier pour se retrouver ici sur le site, ils sont vraiment bouleversés. Et c'est à nous maintenant les enseignants pour les amener à retrouver la paix intérieurement et moralement. Ma maison aussi était calcinée complètement dans le quartier Bazanga là-bas, ce qui fait que je me suis aussi retrouvée ici sur le site et on m'a recrutée. Nous voulons que ces enfants-là, quand bien même qu'ils sont sur le site, il faut qu'ils savent lire, écrire et compter. Et s'ils sortent du site ici, ils peuvent aller regagner leur école classique et continuer les cours. En Afrique de l'Est, la lutte contre le terrorisme est aussi une priorité, comme l'ont démontré hier les chefs d'État africains qui étaient rassemblés à Nairobi afin de rendre un hommage aux soldats kenyans de l'AMISOM qui ont été tués en Somalie par des islamistes Shebab. Mardi, le Kenya était d'ailleurs encore visé près de Boré, à la frontière avec la Somalie, par une nouvelle attaque tuant au moins 5 policiers. Hier, les présidents Muhammadu Buhari du Nigeria et Hassan Sheikh Mohamud de Somalie ont effectué une visite à leur homologue kényan, Uhuru Kenyatta. L'occasion pour eux d'assister à cette cérémonie à la mémoire des militaires de l'Union africaine tués le 15 janvier dernier dans cette embuscade de leur base militaire somalienne d'El Adé. Et je vous propose d'écouter ces déclarations des 3 présidents africains qui étaient présents hier à l'hommage. J'ai fait le voyage jusqu'ici pour partager les doléances des familles et aussi par reconnaissance des sacrifices que le Kenya a fait pour la Somalie. Je vous offre à tous ma plus profonde compassion, vous qui étiez aux côtés de la Somalie dans des temps difficiles, à la fois pour la Somalie et pour le Kenya. Le Nigeria a eu son lot d'actes horribles commis par Boko Haram. Ailleurs, en Afrique, au Moyen-Orient et dans le reste du monde, les terroristes continuent d'infliger la peine et la misère à d'innocents civils et des agents de sécurité. La menace terroriste pour la paix et la sécurité dans le monde est immense, surtout qu'ils se réinventent sans cesse et développent leur sophistication pour augmenter leur capacité à créer le chaos. Nous avons une dette d'honneur envers ces jeunes patriotes qui nous ont tout donné. Nous pouvons commencer par l'honorer en n'oubliant jamais leurs sacrifices. Nous devons aussi nous assurer que chacun de ces lâches qui les ont tués seront recherchés et amenés devant la justice, pour que le sang de nos soldats n'ait pas coulé en vain. À l'international, direction l'État de l'Oregon aux États-Unis. Là-bas, le parc naturel Malheur est l'objet de l'occupation illégale depuis 3 semaines par des militants armés. Les autorités locales demandent en vain à ces occupants de quitter le site afin d'éviter un tour sanglant. Il faut dire que mardi, une intervention policière a donné lieu à des échanges de tirs. Bilan, 1 mort,
un blessé et 8 personnes arrêtées. L'occupation réunit un groupe disparate d'exploitants agricoles, d'éleveurs antigouvernementaux ou encore de partisans des thèses survivialistes. Ils réclament la restitution au peuple des terres fédérales du parc naturel Malheur. Le shérif du comté de Harney l'a répété hier, les derniers occupants armés du parc doivent partir pour éviter le pire. Écoutez. 8 personnes ont été arrêtées et un homme est mort hier lorsque nous avons tenté de procéder à son interpellation. Il est temps que tous ceux qui participent à cette occupation illégale passent à autre chose. Il ne doit pas y avoir de bain de sang dans notre communauté. Et direction l'Afghanistan pour clore ce journal. À Kaboul, les food trucks, comprenez les camions-cantines, séduisent de plus en plus la classe moyenne du pays. Ces drôles de tricycles motorisés en forme de hot-dog sillonnent les rues de la capitale et ils proposent une cuisine rapide à l'occidental. Alors entre burgers et autres sandwichs, ces nouveaux restaurateurs perturbent un petit peu les habitudes alimentaires de la population. Le jour se lève à Kaboul et Obaïdoula est déjà sur le pont. Le temps de charger la marchandise et c'est parti pour une longue journée. Il est l'un des 15 employés de l'Aziz, la toute première entreprise afghane de camions-cantines. Chaque jour, on a environ 30 à 60 clients. Ce sont surtout des chauffeurs de taxi qui s'arrêtent et nous demandent ce qu'on a. Navid Nouri a lancé cette entreprise il y a 1 an et demi et grâce à ses 6 camions, il fait environ 140 € de bénéfices chaque jour. C'est plus que ce que gagnent 70% des ménages afghans en un mois. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Pendant quelques semaines, les premiers mois, les gens ne savaient pas exactement ce que c'était. Certains croyaient que c'était des sortes de rickshaws dans lesquels vous pouvez vous asseoir pour aller d'un endroit à un autre. D'autres croyaient que c'était un vendeur de glace. Autre défi, l'hygiène alimentaire, dans un pays où 60 enfants sur 1000 meurent de diarrhée avant l'âge de 5 ans, selon une ONG. Navid importe ses hot-dogs de Karachi, à 1400 km de là, au Pakistan, et doit s'assurer qu'ils arrivent en parfait état. Et la recette fonctionne. Vu qu'on n'a pas toujours le temps de cuisiner chez soi, l'Aziz est une bonne solution. Comme j'ai faim et que c'est déjà prêt, je mange ici. Mais sinon, je préfère la nourriture afghane parce que c'est quand même plus consistant. Pendant le régime taliban, toute influence occidentale était interdite en Afghanistan. 15 ans après la chute du régime, la cuisine étrangère se fait encore rare, mais la société, elle, a faim de changement. C'est la fin de ce Vox Flash du jeudi 28 janvier. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai plaisir à vous retrouver demain, vendredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Bonne suite de programme sur Vox Africa.